Didier Billon, bonjour. Bonjour. On entre dans le quatrième mois de guerre, mais la stratégie du gouvernement israélien ne fait pas l'unanimité. On a par exemple les familles d'otages qui protestent contre le gouvernement israélien pour la libération de leurs proches. Quelle est cette stratégie justement du gouvernement israélien? Le problème, c'est que jusqu'alors, la stratégie israélienne et menée par son gouvernement, c'était, tout le monde le constate, jour après jour, les bombardements intensifs et la volonté toujours affichée d'éradiquer le Hamas. Je pense que c'est un leurre et c'est un leurre depuis le début. Parce que quoi qu'on puisse penser du Hamas, quelle que soit l'appréciation qu'on puisse porter sur les événements du 7 octobre, nous savons, pour le meilleur ou le pire, que le Hamas n'est pas une organisation qui peut être éradiquée. Des coups militaires peuvent lui être portés, et c'est le cas d'ores et déjà, bien évidemment, mais il faut comprendre que le Hamas a une base populaire, a gagné des élections il y a certes de nombreuses années, et donc on ne peut pas comparer le Hamas à des organisations de type Daesh ou Al-Qaïda. Et je pense que ça, c'est l'erreur qui est commise d'un point de vue stratégique par les dirigeants israéliens. Pour autant, ils maintiennent cette ligne, c'est-à-dire que les bombardements, à ce stade en tout cas, ne faiblissent pas. Alors on entend depuis maintenant quelques jours des informations, mais qui ne sont pas recoupées, qui indiqueraient que le type d'opération militaire va se modifier, c'est-à-dire des opérations de bombardement plus ciblées, c'est-à-dire une reconfiguration de l'armée israélienne dans le nord de Gaza, parce qu'ils considèrent avoir fait le ménage, comme ils disent, et je mets des guillemets à l'expression bien évidemment. Pour autant, au-delà de ces choix stratégiques, de ces choix militaires, se pose bien évidemment la question politique. Et là-dessus, le gouvernement israélien n'a pas l'air du tout homogène. Certains, comme vous le rappelez à juste titre, au sein de la société israélienne, privilégient, exigent le retour des otages, et on peut bien le comprendre, ce qui nécessiterait alors de reprendre sérieusement un jeu de négociation avec le Hamas par l'intermédiaire des Égyptiens, des Qataris ou de quelque autre puissance. Mais ce n'est visiblement pas la préoccupation principale de ceux qui décident des opérations militaires. Donc se pose la question de l'après, de la solution politique, parce que chacun comprend qu'il n'y aura pas strictement de solution militaire. Et alors là, évidemment, s'ouvrent plusieurs scénarios possibles. Celui qui, malheureusement, semble prendre corps, c'est la volonté de détruire tout ce qui peut être détruit à Gaza en termes d'infrastructures, d'habitation, etc., de façon à essayer de contraindre le maximum de Gazaouis à partir de Gaza. Le petit problème, c'est s'ils doivent partir, où peuvent-ils partir? Pour l'instant, aucun pays de la région ne manifeste l'intention d'accueillir des dizaines, voire des centaines de milliers de Gazaouis. Et puis surtout, les Palestiniens de Gaza ou d'ailleurs de Cisjordanie se refusent obstinément à partir de leurs terres. Car ils savent très bien que s'ils partent de leurs terres, ce sera leur fin dans l'histoire. Et c'est pourquoi il y a une résistance acharnée, tant à Gaza qu'en Cisjordanie, cette volonté inébranlable de la grande majorité des Palestiniens à rester accrochés à leurs terres. Alors se pose par ailleurs et enfin la question de la gestion de la bande de Gaza. Qui va gérer l'après? Il semble bien que les Israéliens ne tiennent pas à gérer cette bande de Gaza. On entend des informations sur d'éventuelles implantations de nouvelles colonies israéliennes à Gaza, alors que nous savons qu'ils en sont partis en 2005. C'est probablement le désir d'une partie des dirigeants israéliens. La majorité de l'état-major s'orienterait plutôt vers une sorte d'administration, de gestion sous égide d'une force internationale menée par les États-Unis, aidée par quelques pays arabes. Mais tout cela réellement reste en pointillé et je pense qu'aujourd'hui, l'urgence absolue, c'est le cessez-le-feu. C'est véritablement le mot d'ordre, l'exigence qu'il faut toujours et sans cesse reposer. Et de ce point de vue, je considère que l'ONU n'est pas au niveau, n'est pas à la hauteur de ses responsabilités. Et on peut considérer que les déclarations ou les résolutions de l'ONU ne sont pas à la hauteur des enjeux. Il y a probablement plus de 22 000 morts avérés. Il y en a en réalité certainement beaucoup plus dans les décombres qui n'ont pas été mis à jour. Donc c'est un véritable carnage. Et donc l'exigence absolue aujourd'hui, c'est le cessez-le-feu. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, et je termine là-dessus, c'est qu'au sein d'une partie des dirigeants israéliens, il y a conscience que le coût de la guerre, qui est exorbitant, on considère que c'est environ 100 millions de dollars par jour, eh bien, ne peut pas s'étendre dans la durée
et qu'il faudra bien, et le plus tôt sera le mieux, cesser cette campagne militaire telle qu'elle est menée aujourd'hui, parce que c'est insoutenable pour les Palestiniens en premier lieu, mais aussi pour l'économie israélienne. Vous le rappeliez tout à l'heure, l'objectif affiché d'Israël, c'est l'élimination du Hamas. Et d'ailleurs, l'armée israélienne a annoncé samedi soir avoir achevé le démantèlement de la structure militaire du Hamas. Sauf que pour vous, c'est pas possible, c'est ça? Déjà, démanteler la structure militaire du Hamas et éradiquer le Hamas, c'est pas tout à fait la même chose. Au point de départ, les dirigeants israéliens proclamaient, et le proclamaient tous les jours, qu'ils voulaient éradiquer, qu'ils voulaient éliminer le Hamas. Là, on nous explique qu'ils ont démantelé l'appareil militaire. Mais c'est deux choses différentes. Il faut bien comprendre qu'il y a toute une infrastructure politique du Hamas et que ce n'est pas une organisation qui se réduit aux opérations militaires ou terroristes. Par ailleurs, je prends beaucoup de précautions quant à ce type d'informations parce que nous sommes en période de guerre et comme dans tous les moments de guerre, eh bien, il y a la guerre psychologique, il y a la guerre de communication et donc évidemment les proclamations très victorieuses de l'armée israélienne, il faut les écouter, il faut les prendre en compte. Je les manie avec beaucoup de précautions et pour l'instant, il n'est pas totalement avéré que l'appareil militaire du Hamas soit brisé, comme l'affirment les autorités israéliennes. Alors que des coups aient été portés au Hamas, ça c'est une certitude, évidemment oui. Mais pour autant, je doute que son appareil militaire soit totalement détruit. Et d'ailleurs, il est intéressant que le seul véritable responsable du Hamas, qui ait été éliminé par un bombardement ciblé à Beyrouth il y a quelques jours, c'est le seul, c'est-à-dire que les autres dirigeants du Hamas, pour l'instant, ils n'ont pas été ni arrêtés ni éliminés. Donc on voit quand même que ces opérations militaires de bombardement systématique de façon totalement indiscriminée n'ont pas réussi, de mon point de vue en tout cas, à déstructurer, à désorganiser, voire même à supprimer la structure militaire du Hamas. Donc je prends ce type d'informations avec beaucoup de précautions. Et enfin, ma dernière question, il y a les violences dans la bande de Gaza, mais aussi en Cisjordanie occupée. Et d'ailleurs, il y a un peu une augmentation des violences en ce moment. Ce dimanche, 6 Palestiniens ont été tués dans un bombardement israélien dans la région de Jénine. Pourquoi cibler aussi ce territoire? Au sein de la société israélienne et surtout parmi les dirigeants israéliens, il y a le refus absolu de la perspective d'une solution à deux États qui a été réaffirmée de tout temps par M. Netanyahou. Il est évident que les suprémacistes juifs ou les ultra-orthodoxes qui font partie du gouvernement vont encore plus loin que lui puisqu'ils préconisent eux-mêmes l'annexion pure et simple des territoires palestiniens. Ils profitent de la situation à Gaza pour aussi tenter d'avancer leurs pions de façon très méthodique et avec une brutalité inouïe en Cisjordanie. On voit bien que depuis le 7 octobre, il y a un accroissement des violences menées par les colons radicalisés sous l'œil bienveillant de l'armée israélienne, au demeurant, contre les paysans, contre les Palestiniens, pour les chasser de leurs terres, pour détruire leurs récoltes. On a encore vu il y a quelques jours des vidéos montrant des bulldozers israéliens détruisant des champs entiers d'oliviers. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais il est particulièrement symbolique, évidemment. Et donc, il y a cette volonté de profiter de la situation à Gaza pour avancer de façon systématique, implanter de nouvelles colonies en Cisjordanie, de façon à rendre impossible la perspective de la création d'un État palestinien viable et digne de ce nom. Donc c'est terrible, c'est une accélération de l'histoire, parce que je rappelle quand même qu'entre le 1er janvier 2023 et le 7 octobre, il y avait déjà eu 250 Palestiniens tués en Cisjordanie. Depuis lors, ce sont plusieurs centaines. Évidemment, cette accélération est effroyable, mais cela correspond au projet politique des plus durs des dirigeants israéliens, en tout cas ceux qui se lèvent contre toute perspective d'une solution politique et donc d'une solution à deux États. Merci beaucoup Didier Billon. Merci à vous. Au revoir.